Il manque à cette Ferrari un élément essentiel. Mais même sans ce composant vital, ça m'a coûté 60 000 livres sterling, ce qui peut sembler cher. Mais ce n'est pas pour rien. Cette voiture est équipée d'une boîte de vitesse manuelle. Et sur Google, sur les 15 000 F440 qui ont été fabriquées, seules 1500 d'entre elles étaient manuelles. Ce qui rend cette voiture assez rare et chère. Et cela pourrait s'avérer être une bonne affaire si nous arrivons à remonter ce moteur. Le moteur que j'ai reçu avec cette voiture était en 1000 morceaux. Il y a 11 ans, il a été démonté pour réparer quelque chose, mais n'a jamais été remonté. Mais mon bon ami Freddy m'a donné un moteur de rechange. Seulement, il avait un petit problème. Voilà ce qui se passe lorsque vous essayez de comprimer un fluide. Mon père et moi avons donc essayé de reconstruire le moteur. Mais il y a eu un problème. Nous n'avons pu obtenir aucune information ou spécification de couple de la part de Ferrari. Mais c'était jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons avoir fait une percée. Grâce à vous, j'ai réussi à mettre la main sur un manuel d'atelier. Mais c'est celui d'une Maserati. Mais ce moteur Maserati est également utilisé dans la 430, car les Italiens aiment partager. Et plus loin dans la vidéo, on va apprendre que les Français aussi aiment partager avec les Italiens. Les cylindres sont maintenant prêts à recevoir les pistons. Mais avant cela, nous devons changer le segment de piston. Il y en a 3 sur ce piston. Le segment inférieur du piston est appelé segment d'huile, qui empêche l'huile de pénétrer dans la chambre de combustion. Puis les 2 segments supérieurs sont utilisés pour la compression afin de maintenir une bonne étanchéité dans la chambre de combustion. S'ils sont usés, vous pouvez perdre beaucoup de puissance et vous brûlerez beaucoup d'huile. Tout d'abord, mon père utilise un vieux segment de piston pour nettoyer l'emplacement des nouveaux segments. Avant d'insérer le segment dans le piston, nous allons faire glisser le segment dans le cylindre. Vous remarquerez maintenant un petit espace dans le segment de piston. C'est ce qu'on appelle l'écart entre les segments de piston qui doit être d'une taille spécifique. Si l'écart est trop important, comme je l'ai mentionné, vous brûlerez beaucoup d'huile et nous n'aurons pas la bonne compression. Mais si l'écart est trop faible, lorsque le moteur chauffe, le segment de piston se dilate et n'a d'autre choix que de marquer l'intérieur de la chemise du cylindre. L'écart entre nos segments de piston étant bon, il s'agit maintenant de charger les segments dans le piston. Et maintenant qu'ils sont dans le piston, nous pouvons commencer à les placer dans les cylindres. Ce kit spécial écrase les segments dans le piston, ce qui permet de frapper le piston dans le cylindre. Et il ne nous reste plus qu'à le faire 7 fois de plus. Oh, c'est beaucoup plus lourd maintenant. Ouais, mais tu n'écoutes jamais ton vieux père. On progresse, et maintenant, il est temps de mettre en place les roulements M inférieurs. Ce qui est amusant avec ces roulements M inférieurs, c'est qu'ils sont fabriqués différemment selon le moteur et qu'ils ont tous des tailles ou des tolérances différentes. La seule chose que nous pouvions faire était de regarder le numéro de pièce sur les anciens et de les faire correspondre. C'est aussi simple que cela. C'est assez simple à mettre en place. Les roulements M inférieurs se glissent à la base de la bielle. Wow! 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 Une fois qu'ils sont dans la partie inférieure de la bielle, il est temps d'installer les roulements principaux. C'est sur ces roulements que tourne le vilebrequin. Nous avons un problème, et nous ne pensons pas qu'il puisse être résolu. Donc si le moteur explose pour cette raison, ce n'est pas de notre faute. Ne nous en voulez pas. Ok, on vérifie ces roulements, les roulements principaux. Ils glissent de gauche à droite, ce qui ne semble pas correct, car ils recouvrent alors la galerie d'huile. Et si elle est recouverte, l'huile ne pourra pas y pénétrer. Mais sur les anciens roulements, que vous pouvez voir ici, il y a une languette sur le dessus, une grosse languette qui l'empêche de glisser de gauche à droite. Mais sur le nouveau roulement, il n'y a qu'une petite languette, ce qui est différent des anciens roulements. Il s'agit donc d'une situation un peu plus grave que nous ne l'avions imaginé et qui peut prêter à confusion. Si vous allez sur le site web, vous pouvez voir que le roulement que nous recherchons est le numéro 195307 qui est également utilisé dans les moteurs Maserati. Mais si vous cliquez sur celui de Maserati, le numéro de la pièce a été remplacé par le numéro 286832 qui correspond au roulement que nous avons. Mais si vous cliquez sur le numéro de Ferrari, il n'y a pas de remplacement pour ce numéro de pièce. La référence est restée la même, ce qui, dans notre esprit, n'a aucun sens.
Pourquoi la changer pour un moteur et pas pour l'autre alors que les moteurs sont exactement les mêmes? Il se peut qu'ils soient exactement les mêmes. Et exactement les mêmes, selon mon opinion. Nous ne voulions pas courir le risque d'endommager le moteur parce qu'un de ses roulements avait glissé et recouvert une galerie d'huile. Au lieu de cela, nous sommes revenus en arrière et nous avons commandé la référence originale de Ferrari avec une plus grande languette. Eh bien, nous avons, je l'ai acheté, la bonne référence auprès de Marinello Parts. C'est arrivé assez rapidement. Ouais, et c'est muni d'une grande languette. On va les mettre en place. Je ne sais pas pourquoi Maserati a remplacé les siens, mais nous allons simplement l'ignorer. Et les remplacer par cela. Au moins, nous pouvons maintenant avoir l'esprit tranquille en sachant que nous introduisons la même référence que celle qui sort du moteur. Pendant qu'ils sont en place, il est temps d'installer le vilebrequin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Tony? Je sais pas trop. Il revient ensuite sur l'autre moitié des roulements inférieurs M, qui se glisse dans le chapeau de la bielle. Ensuite, le chapeau de la bielle rejoint le reste de la bielle à l'aide de nouveaux boulons, en veillant à faire correspondre les numéros du chapeau de la bielle à ceux de la bielle. Ça fait des bips? Sérieux, t'entends pas? Non. Je suis chargé de tout serrer car mon père n'entend pas le bip de la clé dynamométrique. Et les boulons de la bielle ont un couple de serrage et un angle qu'il faut tourner. Oh ouais, celui-là, je l'ai entendu. Tu l'as entendu? Ouais. Une fois que j'ai serré tous les boulons des bielles, il est temps de préparer le carter pour que l'autre moitié puisse être assemblée. Le manuel indique qu'il faut appliquer un cordon d'étanchéité sur le carter avant qu'il ne se rejoigne. Donc c'est exactement ce que nous faisons. Les roulements principaux étant installés sur l'autre moitié du carter, nous pouvons maintenant faire glisser l'ensemble. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un manuel, car même ces rondelles sont usinées d'un seul côté, comme vous pouvez le voir, de sorte qu'elles n'ont qu'une seule façon de s'emboîter. Et nous les avons toutes emboîtées, dans le bon sens. Toutes ces étapes sont essentielles. Une erreur à ce niveau pourrait signifier que tout le moteur devrait être à nouveau sorti et entièrement démonté. J'ajoute tous les nouveaux joints à la pompe à huile et à la pompe à eau, qui ont été construites comme une seule et même chose, et qui sont maintenant réunies. Tout est en place, tout se présente bien. Nous avons un nouveau joint principal arrière à installer, que mon père est sur le point de mettre en place. Allez. Ouais! Non! Et pendant que mon père met ça en place, il n'a jamais essayé Y-Food. Alors, on va lui demander de choisir parmi la gamme fruitée mangue, pêche ou... Je préfère goût fraise. tropical. Fraise? Oh, il y a de la fraise. Eh ben voilà. Ouais, il connaît Y-Food. Et cela devrait lui permettre de faire tourner le moteur. S'il est retourné, eh bien alors, ça veut dire que nous avons progressé. S'il ne fait que tourner, c'est une autre histoire. Oh, tu l'as déjà essayé? Oui, je l'ai essayé. À l'intérieur, il y a 26 vitamines et minéraux. C'est riche en fibres, en protéines, c'est sans lactose, sans gluten et bien sûr, sans sucre ajouté. Ça ressemble un peu à un milkshake, non? Oui, en fait, il s'agit d'un milkshake contenant 500 calories qui remplacerait votre repas de la journée. Il est rempli de toutes les bonnes choses que vous pouvez manger au petit déjeuner, au déjeuner ou même au dîner, si vous en avez envie. Vous êtes prêts? Oh, non, j'ai besoin d'une autre gorgée. Ce qui est bien avec Y-Food, c'est qu'il propose une option végétalienne et que les bouteilles peuvent être retournées. Ouais, Ouais! c'est facile. Et c'est aussi 100% recyclable. Et si vous voulez essayer par vous-même, et que vous voulez un substitut de repas plutôt que de manger des fast-food parce que vous êtes constamment en déplacement, comme moi, vous pouvez le faire avec le lien dans la description. En dessous de moi, il y a une bannière où vous pouvez utiliser un code de réduction qui vous permet d'obtenir une réduction sur le pack de dégustation 4. Essayez le mélange de fruits, c'est l'été. Le moteur tourne! Et c'est Y-Food qui l'a fait. Prochain job. Ok, le prochain est la culasse de droite à gauche. Mais pour serrer ce moteur, nous devons connaître le point mort haut du cylindre numéro 1, qui est ce cylindre que vous voyez là. Le point mort haut étant le moment où le piston est au point le plus haut. Ensuite, nous resserrons le moteur en fonction de ces données. Alors pour trouver ce point, nous avons la jauge DTI ici, et nous allons faire tourner la manivelle pour nous assurer que le point est bien au point mort haut, ou PMH. Le moteur va avoir un petit peu de flottement.
Ce qui signifie que le piston va se trouver en haut, même lorsque nous le faisons tourner. Nous devons nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Voici comment on va procéder. Tout d'abord, mon père va faire tourner le moteur dans le sens des aiguilles du montre. Et une fois que ce piston aura atteint le point le plus haut, ça me donnera la lecture la plus élevée sur la jauge DCI, et la marquera ensuite sur le dispositif que nous avons construit ici du côté du volant d'inertie. Ensuite, mon père retournera le moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et une fois qu'il atteindra la même valeur que la fois d'avant, je ferai une autre marque sur notre appareil. Le point mort haut sera situé entre ces deux marques que j'ai fait à l'aide d'un stylo très épais. Je me suis pas vraiment aidé, mais il n'y a pas beaucoup de flottement dans le moteur, alors boum! C'est l'heure des culasses, allons-y. Bien entendu, vous ne pouvez pas monter les culasses sans le joint de culasse, et vous devez donc utiliser un joint de culasse neuf des deux côtés. Je place d'abord les rondelles sur un tournevis, ce qui m'aide à faire glisser la rondelle sur le goujon. Et je fais de même pour les écrous. 2 têtes sur 2 boulons, ou 2 écrous, et vous savez que c'est sérieux quand je porte mes lunettes. La procédure de serrage des écrous de tête est maintenant de 60 Nm. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière et vous les tournez de 90 degrés supplémentaires. Et cela doit se faire au milieu, vers l'extérieur. Il est très important que nous fassions bien les choses. Ces 90 degrés supplémentaires sur les 60 Nm de couple a rendu les boulons de tête vraiment très serrés. Après cela, je pourrai installer les poussoirs de soupape. J'espère que vous tous qui regardez réussissez à suivre. Parce que c'est aussi difficile pour moi d'expliquer que de le faire. C'est le deuxième moteur que je reconstruis. Maintenant que les culasses et les arbres à cames sont montés, nous pouvons commencer à réfléchir à la synchronisation du moteur. Nous nous sommes trompés. Nous pensions que le piston numéro 1 était ici, puis il a fonctionné jusqu'en bas. Mais on a lu le manuel à l'envers, et le piston 1 est tout à fait ici. Ce qui signifie que nous nous sommes trompés dans la synchronisation du point mort haut. Par conséquent, si on s'est trompé et qu'on a ensuite chronométré, ça n'aurait pas fonctionné et le moteur aurait été cassé. On va donc devoir faire le piston numéro 1 qui est ici, pour déterminer le point mort haut. Ainsi, lorsque les pistons sont au sommet et marqués ici, nous pouvons commencer à chronométrer l'ensemble du moteur. Ok. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Nous procédons donc de la même manière que précédemment. Mais cette fois-ci, les culasses sont posées. Et une fois que nous avons trouvé le point mort supérieur, nous pouvons commencer à ajouter toutes les chaînes, ce qui permet de maintenir la moitié inférieure du moteur en phase avec la moitié supérieure. Vous pouvez voir que nous utilisons une photo que j'ai prise avant de le démonter pour le remonter. C'est du pur génie. C'est vraiment un cauchemar, il y a une façon vraiment compliquée de chronométrer ce moteur, et si j'essaie de l'expliquer, eh bien, je vais me perdre. Mais en termes assez simples, nous devons maintenir ce piston au point mort supérieur. Ensuite, si vous venez ici, les arbres à cames ici, il y a un petit point sur la came ici et un petit point sur la came là, et elles sont alignées. Ces points doivent s'aligner sur ces petites rainures, des deux côtés également, et sur la façon dont vous réglez cette partie supérieure. Ainsi, vous n'utiliseriez pas ces boulons ici, ni ces boulons là. Cela vous permet de tourner la came sans déplacer la chaîne et l'ensemble du moteur. Cet élément est essentiel car il contrôle le moment où les soupapes s'ouvrent pour laisser entrer le carburant et l'air et laisser sortir les gaz d'échappement. Et s'ils s'ouvrent et se ferment au mauvais moment, ils peuvent heurter le piston. Nous devons donc nous assurer que tout cela est parfaitement exact. Ok, si on a bien fait le travail, il devrait tourner maintenant. Vérifions quand même que tout reste au bon endroit. Il devrait apparaître maintenant. D'accord, continue. Lentement, lentement, continue. Ouais. Ouais, ça c'est en marche, ça c'est en marche. Ça c'est en marche, ça c'est en marche. Tout est en marche, tout est chronométré et ça fonctionne, et ça tourne réellement. Je peux rentrer chez moi? L'étape vitale est terminée, et on passe aux pièces finales. Je m'apprête à poser le couvre-chaîne. J'ai posé un nouveau joint d'étanchéité. J'ai passé une ligne de produit d'étanchéité autour du bord et un nouveau joint d'étanchéité. Et je peux le frapper du côté du moteur. Il y a ensuite 2 capteurs de variateur de cam qui se trouvent à l'intérieur de la tête. Et après cela, je peux monter le cache culbuteur avec le nouveau joint, bien sûr. Je suis satisfait. Je peux pas encore
poser l'autre cache-culbuteur, car il manque un capteur juste ici. Mais pour un non-professionnel et quelqu'un qui construisait des voitures sur le parking d'un restaurant il y a 4 ans, remonter un moteur de Ferrari et le faire tourner est somme toute une belle réussite. Mais maintenant, ça va devenir un peu plus difficile et bien sûr, nous avons un problème avec la boîte de vitesse. Mais permettez-moi de revenir en arrière. À l'intérieur se trouvent les restes de la boîte de vitesse manuelle d'origine. Et soyons honnêtes, à moins d'être Rain Man, ce n'est pas réparable. Je ne sais pas s'il y aura des pièces manquantes, on ne dispose d'aucun schéma pour nous sortir de cette situation, on a tous les engrenages, les sélecteurs, les arbres. Je veux dire, j'ai aucune expérience en matière de reconstruction de boîtes de vitesse. Et toi? Un peu, mais pas dans cet état. Non, donc, on a été prêt à accepter la défaite sur ce point jusqu'à ce que nous voyions le prix d'une boîte de vitesse de Ferrari. Et c'est très cher. À mon avis, c'est cher. Une boîte de vitesse neuve, hors TVA, vous coûterait plus de 30 000 livres sterling. Il était donc hors de question d'en acheter une. Ainsi, d'occasion, il faut compter dans les 15 000 livres sterling pour une boîte de vitesse. Et il s'agit d'une boîte automatique, mais bien sûr, la nôtre est une boîte manuelle. Mais nous avons ensuite compris que la boîte de vitesse de la boîte automatique et celle de la boîte manuelle sont exactement les mêmes. La seule différence est le levier de vitesse. On espère qu'ils sont exactement les mêmes. Donc j'ai réussi à obtenir une boîte de vitesse d'occasion pour 4000 livres sterling. Mais il y a un problème. Le voici. Ça provient d'une Ferrari endommagée par le feu en Pologne. Et il y a un trou sur le côté. Nous espérons qu'il n'a pas causé de dommages à l'intérieur. Mais il s'agit du mécanisme de la boîte de vitesse de la F1, la boîte automatique. Il sélectionne automatiquement les vitesses à l'aide de sélecteurs hydrauliques. Je pense que si nous enlevons cette pièce, et bien sûr la pièce cassée, nous pouvons en faire une boîte manuelle, et nous aurions une boîte manuelle de 4000 livres sterling, à condition qu'il n'y ait pas de dégâts. L'achat de cette boîte était un peu risqué, mais l'achat de la voiture l'était aussi, et certains risques sont rentables, d'autres non. J'espère simplement que ce risque se concrétisera. J'espère qu'il n'y a pas d'autres dommages à l'intérieur de la boîte de vitesse. Elle a pas l'air mal en point. Oh, ça a été dans l'eau. Tu crois? Bah, elle est toute rouillée. Parce que ça a été dans l'eau? Oh. Ah, peut-être que c'est pas aussi bon. On dirait le Titanic. L'intérieur de la boîte de vitesse semble très humide. Et pas avec de l'huile, mais avec de l'eau. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de commencer à le démonter pour vérifier qu'il n'était pas endommagé. Oh non! C'est le roulement qui a fondu. Oh mon Dieu! C'est une bonne chose que nous ne l'ayons pas démonté. Regardez le roulement. Oh, regarde ça. Le feu s'est donc propagé et a causé pas mal de dégâts. Complètement KO. Tu penses que l'huile qui se trouvait dans la boîte a pris feu? Oh! Ça aurait pu être le cas. Oh! C'est tout noir ici. Ah! L'effet de mat. C'est pas une bonne nouvelle. Non, pas du tout. Pas quand on essaie de construire une boîte de vitesse qui a été incendiée. Est-ce que ça tourne au moins? Ouais, comme ça, tous les roulements ici pourraient ressembler à ça. Je pense que ça appartenait à cette voiture. Ça a pas l'air bien. Non. Non. Tu sais, quand t'es sur eBay et que tu cherches une boîte de vitesse et tu vois ça. Oui, mais c'était 4000 livres au lieu de 15 000. Mais c'est pas pour rien que le prix est de 4000. Alors maintenant... Merci. Alors maintenant... Merci. Alors maintenant, nous avons... Eh bien... 2 boîtes de vitesse défectueuses. Et je ne sais même pas par où nous allons commencer ou même finir. Je dois commander des tas de roulements pour cela, comme je dois commander beaucoup de pièces pour le moteur. Mais avant de poursuivre, j'ai mentionné dans le début de la vidéo que les Français aiment partager avec les Italiens, et donc je suis sur le point de découvrir si c'est vrai ou non. Lorsque j'ai récupéré la Ferrari, il manquait un lève-vitre. Et il n'y avait qu'un bloc de bois pour maintenir la vitre en place, ce qui n'était pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un régulateur de ce côté de la voiture. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé le régulateur de fenêtre, mais il lui manque juste un moteur. Nous avons démonté le moteur de ce lève-vitre, comme vous pouvez le voir ici, et nous avons vérifié les numéros de pièces à l'arrière.
Il s'agit d'un moteur Bosch. Mais un moteur de lève-vitre pour la Ferrari coûte 178 livres sterling. Et le moins cher que j'ai pu trouver d'occasion était de 120 livres sterling. Et c'était le mauvais côté. Mais j'ai copié le numéro de pièce sur eBay et j'ai découvert que ce moteur pouvait être utilisé sur une voiture française bien connue à mon avis, la Peugeot 406. Et voici le moteur de la voiture française, qui présente quelques légères différences. Mais d'une manière générale, ça semble assez... En fait, celui-ci est un peu plus long. Mais ça pourrait fonctionner, ça pourrait ne pas fonctionner. Les connexions sont légèrement différentes, mais il s'agit seulement d'une connexion à 2 broches ici, et d'une connexion à 2 broches là. Nous pourrions donc faire en sorte que cela fonctionne, mais celui-ci pourrait également fonctionner. Mais je suppose que nous le découvrirons dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Qu'est-ce que tu défais en ce moment? Un goujon. Qu'y avait-il sur le goujon? Une rondelle. Et qu'y a-t-il d'autre? Tu vas pas m'avoir. Hey